Bienvenue à vous dans ce webinaire co-organisé par l'Université de Reims-Champagne-Ardenne et le rectorat de l'Académie de Reims. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la présentation du BTS Fluide Énergie Domotique, option C, Domotique et bâtiments communicants. Ce webinaire est animé dans le cadre du projet L par Julie Léraud, ingénieure pédagogique au rectorat de l'Académie de Reims, et moi-même, Camille Boulet, chargée de transition lycée-université, au sein du service de la réussite étudiante de l'Université de Reims-Champagne-Ardenne. Dans le but de faire découvrir les études supérieures de l'Académie au plus grand nombre et de favoriser votre transition, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Hervé Rogissard, enseignant dans le domaine technique de ce BTS FED, plus d'énergie domotique, au lycée Arago de Reims. Merci à vous pour votre présence pendant cette pause méridienne. Avant de lui laisser la parole et de débuter cette présentation, je vous précise quelques informations sur le déroulement de notre webinaire. Donc, la présentation va durer une trentaine de minutes. Elle sera suivie d'un temps d'échange pendant lequel les auditeurs pourront poser des questions. Pour cela, vous pouvez utiliser le fil de conversation intitulé Q&R en bas de votre écran. N'hésitez pas à écrire dans cette rubrique questions-réponses au cours de la présentation. Ainsi, nous pourrons débuter le temps d'échange avec des questions déjà formulées. Je laisse désormais la parole à notre invité. Merci d'avance pour votre présentation. Bonjour à toutes et à tous. Le BTS Fluide Énergie Domotique, option domotique et bâtiments communicants, est une formation qui s'effectue sur 2 ans. Donc, avant tout, il faut savoir que le BTS FED se décline selon 3 options. Donc, l'option A, génie climatique et fluidique, qui aborde toutes les notions de centrale de traitement d'air, de gestion de chauffage et de traitement d'eau. L'option B, froid et conditionnement d'air. L'option C, donc domotique et bâtiments communicants. Il y aura donc des enseignements communs et des enseignements de spécialité, et à l'examen, des épreuves communes et des épreuves de spécialité. Donc ceci a son importance par rapport au contenu de la formation. Le futur BTS FED, option DBC, va concevoir, installer, programmer, mettre en service, dépanner des solutions techniques dans l'habitat, individuel ou collectif, et les bâtiments professionnels, principalement les établissements recevant du public. Il répondra le mieux possible aux besoins des clients, des besoins liés à l'énergie et à sa gestion, à la sécurité du bâtiment et de ses occupants, au confort et à la santé des occupants. Il aura aussi un rôle de conseil et de formation à la bonne utilisation des solutions installées. Les différents domaines dans lesquels il intervient sont le chauffage, la climatisation, la ventilation, l'éclairage, le contrôle d'accès, l'interphonie, l'alarme intrusion, la vidéosurveillance et la sécurité incendie. S'il y a interaction entre ces domaines, on parle alors de domotique pour le résidentiel ou de GTB, gestion technique du bâtiment, pour le tertiaire, le tout étant associé à une supervision. La formation est organisée en 2 parties. Une partie commune aux 3 options, où on retrouve l'enseignement général, donc culture générale et expression, 2 heures par semaine, anglais 3 heures, les mathématiques 3 heures, sciences physiques et chimiques 4 heures dont 2 heures en laboratoire, communication et technique commerciale 2 heures, et l'accompagnement personnalisé 1 heure entre guillemets par étudiant. Donc là, on va répondre à des besoins spécifiques de l'étudiant, notamment si un groupe d'étudiants rencontre des difficultés dans certaines matières, on peut amener du soutien, l'utilisation d'outils informatiques ou alors la préparation aux oraux pour les examens. Et puis, il y a 1 heure d'enseignement technique professionnel lié à l'enseignement de l'anglais, donc en co-animation, hein, pendant notamment dans les travaux pratiques ou l'étude de projet. Au niveau de l'enseignement technique professionnel, eh bien, on retrouve un tronc commun sur les 3 spécialités. Donc, ça représente à peu près 9 heures par semaine. Donc, on va apporter des notions, des contraintes réglementaires dans un établissement qui reçoit du public, principalement la RE 2020, Réglementation environnementale 2020, la NFC 1500, normes électriques basse tension, la norme PMR, personnes à mobilité réduite, les normes acoustiques, incendie et éclairage. Nous formerons aussi à la prévention des risques professionnels utiles pour le stage, habilitation électrique, travail en hauteur, R408, sauveteur secouriste du travail. Le BTS FED, quelle que soit son option, doit avoir des connaissances sur le bâtiment et les systèmes techniques présents dans celui-ci.
Il doit savoir déterminer les déperditions thermiques et la performance énergétique d'un bâtiment, connaître l'architecture et la fonction des matériels des systèmes chauffage, ventilation, climatisation. Par exemple, une centrale de traitement d'air où on retrouve les fonctions filtrer l'air, chauffer l'air, refroidir l'air, humidifier, déshumidifier l'air. Les générateurs de chaleur, bois, gaz, fioul, pompe à chaleur, groupe de production d'eau glacée. Il doit connaître aussi l'architecture et la fonction des matériels des systèmes de production d'électricité renouvelable, notamment le photovoltaïque, soit raccordé au réseau, soit sur site isolé. La production d'énergie électrique par l'éolien, ou encore la cogénération, qui consiste à partir d'une source d'énergie, produire deux énergies. Il doit maîtriser aussi les systèmes de distribution de l'énergie électrique, donc structure d'un tableau général basse tension avec la fonction distribution, protection des personnes et du matériel contre les risques électriques. Les systèmes de conversion d'énergie électrique, éclairage, force motrice, chauffage. Les systèmes de gestion de l'énergie, comptage et surveillance des consommations avec notification d'alerte en cas de dépassement. Le BTS Fed doit connaître l'architecture des systèmes centralisés. Donc un système centralisé est constitué d'un cerveau qui peut être un régulateur, un automate, un ordinateur. Celui-ci va recevoir des informations par l'utilisateur, des consignes, des informations par des appareils de mesure, des capteurs, température, vitesse, pression, etc. Et en fonction des scénarios programmés dans celui-ci, le système réagira. Il doit maîtriser aussi la structure d'un réseau informatique, adressage IP des équipements. À ces 9 heures d'enseignement technique et professionnel en tronc commun s'ajoutent 8 heures d'options, DBC, domotique et bâtiments communicants. Pardon. On y retrouve les interventions sur les systèmes, 4 heures par semaine, travaux pratiques. Souvent en binôme tournant, avec une durée comprise entre 2 et 4 heures, un compte-rendu est rédigé et rendu à la fin de la séance. Un cycle de TP dure de 2 à 4 semaines. Il est suivi d'une synthèse et d'une évaluation individuelle. La conduite de projet, 4 heures, un travail en binôme ou individuel. Les étudiants vont étudier des cas tirés d'un dossier de consultation des entreprises. Ils vont s'appuyer sur le CCTP, pardon, cahier des clauses techniques particulières, principalement sur le lot chauffage, ventilation, climatisation, CVC, et le lot électricité, courant fort, CFO, courant faible, CFA. Et puis il y a le stage en milieu professionnel, 6 à 8 semaines. Donc le stage s'effectue en première année, de la mi-mai à début juillet. Les étudiants devront rendre un rapport écrit en deuxième année et réaliser une présentation orale devant un jury. Le stage peut se faire dans un bureau d'études, la coloration électrique plutôt, chez un grossiste en matériel, dans un service de maintenance, chez un artisan qui intervient dans le domaine du courant fort, courant faible. Les domaines abordés en travaux pratiques et en conduite de projet pour l'option C sont les suivants. Le contrôle d'accès, l'interphonie, portier audio-vidéo. Donc là, l'étudiant devra rechercher des solutions techniques qui permettent de sécuriser et gérer les accès physiques à un bâtiment ou un site. Puis, il réalisera la mise en œuvre et les essais. Alors, on aura toujours la même démarche pour tous les domaines abordés en spécialité, c'est-à-dire études techniques théoriques suivies de la mise en œuvre, de la programmation et essais pour valider la solution préconisée. Autre domaine abordé, l'alarme intrusion, qui en fonction du bien à protéger sera en solution filaire ou sans fil. L'étudiant recherchera une solution qui pourra être composée d'une centrale, d'un clavier, de détecteurs volumétriques, de détecteurs d'ouverture, sirène, flash. Le domaine de la vidéosurveillance fait partie aussi des, des systèmes techniques étudiés, notamment l'adressage de caméras IP, intérieures ou extérieures, avec enregistrement, utilisé dans le milieu résidentiel, les bâtiments tertiaires ou encore sur la surveillance urbaine, reconnaissance faciale, identification de plaques minéralogiques, par exemple. On aborde aussi le domaine de la sécurité incendie. Dans le résidentiel, ça se limite à des détecteurs de fumée autonomes, donc peu intéressant pour l'étudiant. Par contre, on travaillera principalement sur des établissements recevant du public, donc en fonction de l'activité dans ce bâtiment, exemple un hôtel, et de sa catégorie, le nombre de personnes dans ce bâtiment, on va définir la composition du système sécurité incendie et de l'équipement d'alarme qui lui est associé. Il y a aussi l'éclairage de sécurité,
qui permet principalement, grâce au BAES, bloc autonome d'éclairage de sécurité, d'orienter les personnes vers les issues de secours en cas d'incendie. On étudie aussi le domaine de l'éclairage et de sa gestion, donc concevoir un système d'éclairage performant avec une gestion intelligente de celui-ci. Il faut savoir que c'est très réglementé sur les bâtiments qui reçoivent du public, notamment une salle de classe par exemple. On demande un niveau d'éclairement requis avec une homogénéité de l'éclairage et d'autres contraintes bien sûr. Donc on va modéliser et simuler l'installation via un logiciel pour valider la solution technique et ensuite mettre en œuvre un système de gestion, par exemple détection de mouvement associé à une détection de luminosité, hein, pour augmenter ou diminuer l'éclairage artificiel avec un pilotage par protocole DALI et vérifier le comportement obtenu. Le dernier domaine dans lequel on a une connaissance commune ou une compétence commune au niveau des 3 spécialités, c'est les automatismes du bâtiment, donc qui concernent tout ce qui est volets roulants, brise-soleil orientable, store, portail, porte de garage et surtout tout ce qui peut assister les personnes dans la vie de tous les jours pour les maintenir à leur domicile. Vient s'ajouter à cela la partie multimédia, VDI, voix, téléphonie, données, internet, images, télévision. Les techniciens supérieurs interviendront donc dans ces différents domaines. Je viens donc de présenter les domaines communs aux 3 spécialités. Maintenant, on va parler des activités que l'on va réaliser au niveau de la spécialité domotique et bâtiments communicants. Ils devront donc répondre. Attendez, là je me suis égaré. Voilà, je m'excuse, je reviens. Donc, ils vont devoir répondre à un cahier des charges, notamment répondre à des appels d'offres, évaluer des équipements, concevoir des installations, schéma de principe, plan d'implantation avec des logiciels tels que Revit et AutoCAD, dimensionner, définir des équipements, réaliser un programme avec des outils informatiques, donc par exemple le logiciel Dialux pour un dimensionnement d'éclairage, le logiciel ETS pour de la programmation des automatismes, chiffrer les projets. Autres activités qui seront réalisées, donc les activités liées aux interventions, donc mettre en service ou en œuvre des systèmes, contrôler des travaux, diagnostiquer et analyser des dysfonctionnements, mettre en service et optimiser les installations, conseiller les clients, exécuter éventuellement des opérations de maintenance ciblées. Et pour terminer, donc des activités d'organisation, réaliser un planning d'intervention, établir des commandes de matériel, participer aux réunions de chantier, rédiger des rapports ou des comptes rendus techniques, rédiger un dossier de réalisation et un dossier des ouvrages exécutés. Pour valider son BTS, on aura des épreuves d'enseignement général et d'enseignement technique professionnel. Au niveau des épreuves d'enseignement général, on retrouve, comme dans beaucoup de BTS, culture générale et expression, donc c'est un coefficient 4, c'est à une durée de 4 heures, c'est une épreuve écrite ponctuelle qui s'effectuera donc en deuxième année vers la mi-mai. Au niveau de l'anglais, coefficient 2, il y a 2 contrôles en cours de formation, donc 2 CCF, 2 situations en fin de deuxième année. Au niveau des mathématiques et de la physique-chimie, on a 2 sous-épreuves, mathématiques, coefficient 2, 2 contrôles en cours de formation, donc 2 situations, une en première année, une en deuxième année, et une épreuve de physique-chimie en deuxième année, contrôle en cours de formation, où là, vous aurez notamment, l'étudiant aura un travail, un TP, pardon, à réaliser sur une durée de 4 heures. Donc l'enseignement général a un coefficient 9 par rapport à l'ensemble du BTS. On retrouve ensuite les épreuves techniques. Donc, notamment, on a l'épreuve étude des systèmes, qui est une épreuve commune aux 3 spécialités, donc un champ de compétences commun aux 3 spécialités. Elle est décomposée en 2 sous-épreuves, analyse et définition d'un système, donc c'est une épreuve écrite de 4 heures, coefficient 4, et l'épreuve de physique-chimie associée au système, épreuve ponctuelle, coefficient 2 de 2 heures. Ensuite vient les épreuves de spécialité, donc notamment les interventions sur les systèmes, les TP. Là, on a une épreuve qui est coefficient 5, 2 situations de contrôle en cours de formation, une en fin de première année, un tiers de la note à peu près, et une deuxième situation en fin de deuxième année. Et puis vient l'épreuve professionnelle de synthèse, là où on va aller chercher un petit peu les compétences particulières du candidat, notamment la conduite de projet. Donc, je vais expliquer un petit peu plus en quoi consiste le projet dans la phase examen. Donc, les étudiants auront 4 semaines réparties sur le deuxième semestre de deuxième année.
Il y aura un groupe de 3 à 4 étudiants qui va travailler sur le même projet, par exemple la construction d'un hôpital. La première semaine, c'est un travail commun. Donc les étudiants vont s'approprier le dossier, ils vont comprendre comment est le bâtiment et à quoi il sert, identifier les besoins du client dans le domaine des BC, identifier les contraintes réglementaires et normatives. À l'issue de cette première semaine, ils vont rédiger un dossier, hein. Et ensuite, eh bien, il y aura une première revue de projet qui sera mise en place à la semaine suivante, pardon. Présentation individuelle par le candidat du travail effectué devant l'équipe qui encadre le projet, 10 minutes de présentation par le candidat et 15 minutes d'échange avec l'équipe enseignante. Les semaines 2, 3 et 4 du projet correspondent à un travail individuel. Donc, chaque étudiant aura un domaine spécifique, notamment un étudiant sur la sécurité incendie, par exemple, un étudiant sur la vidéosurveillance, un étudiant sur le contrôle d'accès. Chacun devra rendre un dossier à la fin de la 4e semaine. Une deuxième revue de projet sera programmée pendant la 3e semaine de projet et les étudiants donc présenteront de nouveau leur travail personnel devant l'équipe encadrante du projet. Donc les deux revues de projet amèneront à une note coefficient 2,5. La deuxième partie de l'évaluation sur le projet se fera courant juin. Là, il y aura une présentation, une soutenance de projet devant un jury extérieur à l'établissement d'une durée de 50 minutes. La soutenance se fera en deux parties. La première partie, l'étudiant présente son dossier final devant le jury, 10 minutes en anglais technique et 15 minutes en français, qui donne donc 25 minutes au total. Et une deuxième partie de 25 minutes avec l'échange avec le jury, notamment 10 minutes en anglais de questions sur la partie présentée en anglais uniquement, et 15 minutes en français. Donc la soutenance a un poids de 2,5 aussi, ce qui donne une note globale coefficient 2,5. Pardon. Et la dernière épreuve, c'est le rapport d'activité en milieu professionnel. Donc concrètement, le rapport d'activité en milieu professionnel, il s'effectue le stage se fait en première année. En deuxième année, il y a un rendu de dossier. Et au mois de mars, il y a une soutenance, donc qui dure 30 minutes, 15 minutes de présentation, 15 minutes d'entretien avec le jury et le poids de coefficient 3. Donc l'enseignement technique et professionnel a un poids de 19, coefficient 19. Donc pour réussir à son examen, globalement, l'étudiant doit avoir une moyenne supérieure ou égale à 10, sachant que 36% entre guillemets, des notes est attribuée sous la forme de contrôle en cours de formation. Si l'étudiant n'a pas une note supérieure ou égale à 10, il a la possibilité d'aller au rattrapage à la condition, double condition, je précise bien double condition, qu'il ait une moyenne comprise entre 8 et 10 et que sa moyenne en enseignement technique et professionnel est supérieure ou égale à 10. À cette seule condition, il peut prétendre à passer le rattrapage et passer 2 épreuves de l'enseignement général. Au niveau des conditions d'accès à la formation, bon, elle est plutôt basique, c'est-à-dire candidature sur Parcoursup. Donc la majorité des documents sont remontés via Pronote, c'est-à-dire tout ce qui est bulletin scolaire. Et puis, on va attacher une grosse importance aussi à la lettre de motivation qui doit être personnalisée. Éviter d'aller chercher du copier-coller sur Internet. C'est souhaitable d'avoir quelque chose de très personnel. Ensuite, les bacs qui peuvent postuler au BTS Fed, donc on peut provenir d'un baccalauréat général. Coloration scientifique est souhaitable, mais le baccalauréat général pardon, est suffisant. Ou alors un bac STI 2D, sciences et techniques industrielles, développement durable. Ou encore provenir d'une filière professionnelle. Donc on a notamment 5 bacs professionnels qui, on va dire, sont principalement ciblés pour venir en BTS Fed. Le bac professionnel MELEC, métier de l'électricité et de ses environnements connectés. Le bac professionnel ICCER, installateur en chauffage, climatisation et énergie renouvelable. Le bac professionnel MEE, maintenance et efficacité énergétique. Le bac professionnel MFER, métier du froid et des énergies renouvelables. Et puis le bac professionnel CIEL, cybersécurité, informatique et réseau électronique. Les qualités requises pour réussir en BTS, bon, elles sont plutôt communes à tous les BTS, mais il y a quelques points un peu plus spécifiques, notamment s'intéresser au domaine du bâtiment, aux économies d'énergie et à l'environnement, savoir travailler en équipe, notamment pour une partie de l'activité projet, travaux pratiques, conduite de projet, et puis être organisé, être autonome, avoir l'esprit d'analyse et de synthèse,
avoir on va dire, un niveau correct en expression orale et écrite en français et en anglais. Et enfin, la maîtrise de l'outil informatique. Au niveau des effectifs dans les établissements, donc c'est relativement spécifique à chaque établissement, mais la plupart du temps, on est sur des promotions de 28 à 30 étudiants, ce qui permet de faire deux groupes de travaux pratiques et deux groupes de projets. Si je prends l'exemple du lycée François Arago, on travaille sur une demi-promotion en option A, une demi-promotion en option C, donc 15 et 15. Ce qui veut dire que concrètement, au niveau de la structure pédagogique, l'enseignement général et l'enseignement technique commun de 9 heures se fait classe entière, et ensuite on sépare les groupes en fonction de leur spécialité pour les 8 heures restantes. Au niveau de la formation proposée dans la plupart des établissements, formation initiale ou alternance, donc là, les choix sont à faire. Si on va sur des CFA, on sera sur de l'alternance, pardon. Par contre, formation initiale, si je reprends l'exemple du lycée Arago, sur Parcoursup, elle est proposée en formation initiale. Par contre, on peut basculer à tout moment pendant les 2 années de formation sur de l'alternance en restant au sein du lycée François Arago, n'importe quel lycée qui le propose. Donc là, il faut vraiment se renseigner spécifiquement à chaque établissement pour savoir les solutions qui sont proposées. Si je reviens sur le lycée Arago au niveau de l'alternance, concrètement, l'alternance, elle est un peu particulière puisqu'on propose à l'étudiant qui sollicite l'alternance à être pendant les 2 semaines de vacances scolaires en entreprise, plus la semaine qui précède et qui succède, hein, donc ce qui représente un temps de 4 semaines en entreprise. Ce qui veut dire aussi qu'il va devoir rattraper 2 heures d'enseignement initial par rapport aux initiaux qui auront avancé. Donc là, il est mis en place du soutien lorsqu'il revient dans l'établissement pour pouvoir récupérer le niveau qui a été acquis par ses collègues. Voilà. Au niveau des poursuites d'études, plusieurs possibilités, notamment la poursuite en licence professionnelle qui se fait en un an. Donc là, j'ai répertorié 2 licences professionnelles, il y en a d'autres. Donc la licence professionnelle mention domotique et la licence professionnelle maîtrise de l'énergie, électricité, développement durable. Autre possibilité, pour essayer d'intégrer une école d'ingénieur, la prépa ATS, ingénierie industrielle, qui se fait en un an. Elle est réservée au bac+2. Elle permet de se remettre à niveau et d'optimiser ou d'augmenter son ratio de chance pour intégrer une école d'ingénieur. Et puis, il y a la possibilité d'intégrer directement une école d'ingénieur à l'issue d'un BTS. La sélection est relativement sévère, hein, le pourcentage d'admission est relativement bas. Au niveau de l'insertion professionnelle, eh bien, on retrouve les possibilités d'aller travailler en bureau d'études, aller en entreprise d'installation ou de maintenance, chez des fournisseurs ou des fabricants de matériel ou d'équipement, en collectivité territoriale, société de production d'énergie ou encore l'armée dans les services techniques. Donc il va débuter en tant que technicien, puis l'évolution de sa carrière fera qu'il ira jusqu'à la fonction de chargé d'affaires. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'ai peut-être été un peu vite sur le débit. Je m'en excuse encore, mais j'espère que vous trouverez toutes les informations qui vous intéressent. Voilà, je repasse la parole à Camille et à Julie. Merci. Merci beaucoup, monsieur Rugissard. C'était très clair, hein, ne vous inquiétez pas. Bon, très clair, je crois que j'avais un débit un peu élevé. Non, ça va. Enfin, en tout cas, moi, je trouve. Il n'y a pas de souci. Je rappelle à notre public, hein, n'hésitez pas à poser vos questions dans le fil Q&R. On a encore du temps devant nous, donc n'hésitez surtout pas, on est là pour vous. Alors moi, du coup, je vais vous poser quelques petites questions. Alors si j'ai vu qu'il y avait beaucoup de maths, de physique, chimie, hein, vous l'avez mis dans l'enseignement, général. Si jamais on n'est pas très bon ou qu'on a une moyenne, pas très haute, est-ce qu'on a quand même nos chances de rentrer dans votre BTS? Peut-être que je ne devrais pas le dire, mais on va dire les exigences dans le module mathématique, voilà, il y a certaines choses qui sont évaluées effectivement en mathématiques. Bon, ça reste un coefficient relativement modeste. C'est un contrôle en cours de formation, donc normalement, on va dire l'étudiant, même s'il considère qu'il a un niveau relativement modeste en mathématiques en bac, il a de quoi s'en sortir quand même en BTS. On ne va pas chercher des choses très très compliquées. De plus, c'est sous un format contrôle en cours de formation, donc il est préparé à l'épreuve et bon, voilà, s'il fournit le travail nécessaire, bien sûr, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. En règle générale, ça se passe bien. Bon, maintenant, si on part avec de très très grosses lacunes,
ça peut Mmh. être très compliqué, effectivement. D'accord. Alors justement, en termes de charge de travail, sur, 1 semaine, est-ce que c'est important? Est-ce qu'il y a des devoirs, par exemple? Il y a du travail à faire à la maison? Alors, il y a toujours du travail à la maison à faire. Quand on dit toujours, donc là, on retrouve un petit peu sans vouloir être médisant, la différence entre le bac professionnel et le bac général. Le bac général est habitué à avoir un petit peu de travail à la maison. Le bac professionnel, quand il a un bon niveau, il a peu de travail à fournir chez lui. Et là, notamment, bien, on retrouve cette problématique, c'est que pour pouvoir franchir le cap du BTS, il faut quand même qu'il se mette au travail à l'extérieur, chez lui. Donc, il y a quand même du travail à fournir. Après, il va orienter son travail en fonction des difficultés qu'il rencontre, sachant qu'il y a une heure d'aide personnalisée qui permet de compenser certaines lacunes. Donc là, généralement, ce n'est pas la classe qui est prise, hein. C'est vraiment un groupe de 4, 5, jusqu'à 10 étudiants maxi. Et on va prendre un professeur, par exemple, en mathématiques qui n'intervient pas avec nos BTS, de façon à ce qu'il ne fasse pas une continuité du cours. Il fasse vraiment du soutien spécifique à un problème demandé par les étudiants. Voilà. D'accord. Je ne sais pas si j'ai C'est été clair. Ah oui, oui, c'est très, très clair. Non, mais c'est ce qu'il faut dire aussi à nos spectateurs, c'est que, voilà, ils sont pas, perdus dans la nature. Voilà, vous êtes là pour les aider si besoin. Alors, concrètement, le niveau mathématique pour la partie technique, il est moins exigeant que pour, on va dire, le pavé, enfin, l'épreuve de mathématiques telle qu'elle. Dans la partie technique, c'est vraiment un outil, les mathématiques. Donc, on reste sur des choses relativement simples et basiques. C'est de l'application, du changement, enfin, du coup, de la conversion d'unités, du calcul, mais voilà, il n'y a pas de calcul très, très compliqué à faire dans les matières techniques, même Mmh, s'il y a du calcul. OK. Alors toujours là, je me mets dans la peau d'un lycéen. Donc vous avez bien expliqué, hein, donc il faut candidater sur Parcoursup et qu'il faut une lettre de motivation. Est-ce que vous avez des exemples, en tout cas des conseils à donner? Alors vous avez bien dit, hein, il ne faut pas trouver des choses sur internet ni se servir de l'IA pour faire sa lettre de motivation. Mais voilà, quels conseils vous donneriez à des gens qui veulent postuler? Qu'est-ce qu'il faut mettre, dans cette lettre? À quoi vous êtes sensible? Déjà, on est sensible. Alors, entre guillemets, on porte attention à la qualité de l'orthographe. Donc, il existe des outils pour éviter d'avoir trop de fautes d'orthographe dans sa lettre de motivation. Et puis, c'est surtout mettre en avant pour ceux qui viennent du voie professionnelle l'expérience qu'ils ont et ce qui justifie le fait qu'ils sollicitent le BTS FED avec l'option domotique et bâtiment communicant. Donc, mettre en avant euh, leur expérience. Et puis, ceux qui viennent d'une filière plus générale, ils peuvent aussi mettre en avant, on va dire, leurs loisirs dans lesquels ils font peut-être, ils sont passionnés par on va dire, des objets connectés, voilà, voir un petit peu aussi comment ça se passe s'ils ont des grands-parents et voir qu'ils ont des difficultés chez eux et comment est-ce qu'on pourrait améliorer leur quotidien de façon à les maintenir chez eux et s'intéresser. Voilà. D'accord. Donc, on va dire, on est plutôt sensible à, à- à comprendre qu'au travers de ce qui est écrit, c'est bien personnel. Enfin, voilà, s'appuyer sur, sur son expérience enfin, personnelle à lui, voilà. Puis son D'accord. environnement familial, entre autres. OK. Alors en ce qui concerne le BTS en lui-même, donc dans les matières professionnelles, il y a notamment, SST, donc c'est pour les services, c'est 1er secours, hein, SST, c'est Ouais. ça? Donc ça veut dire qu'en fait vous permettez à vos élèves de valider ces certifications? Alors, concrètement, entre guillemets, on prend obligatoirement sur le temps des matières techniques pour former les étudiants à l'habilitation électrique, à la R408. Donc, si je prends l'exemple du lycée Arago, nous, les 8 semaines de projet, on les réduit à 7 et on a une semaine avant qu'ils ne partent en stage. Où on banalise la semaine du lundi au vendredi et on forme à des logiciels techniques, on forme à la R408, on forme à l'habilitation électrique. Et quand on a la possibilité, on forme à la SST. Mais on n'a pas toujours les moyens humains de le faire ou le temps de le faire. Et voilà. Alors, c'est selon on va dire le niveau aussi des étudiants. Quand je dis le niveau, c'est si on a une majorité de bacs professionnels, ils ont déjà des formations au risque électrique,
pour certains, la R408, elle est déjà en place. Donc, ce qui fait qu'on peut se focaliser sur la SST. C'est vraiment selon on va dire, chaque année est différente sur ce module-là. OK. Pardon, je perds ma voix. OK. Je voulais savoir aussi par rapport aux modalités de certification, donc vous avez bien expliqué, hein, par rapport au rattrapage et cetera. Juste pour être bien sûr, il n'y a pas de compensation entre les matières? Non. Non. Alors, bien évidemment, à l'issue des épreuves, il y a un jury qui va statuer sur le fait que l'étudiant, bon, s'il a plus de 10, il n'y a pas de problème. S'il est limite, on va regarder son livret scolaire et puis on peut compenser. Et puis, si on ne compense pas, bien, il faut qu'il réponde aux critères qui aident à avoir entre 8 et 10 et plus de 10 en matière technique pour pouvoir passer le rattrapage en ne passant que des épreuves de l'enseignement général. D'accord. Je sais pas, ça répond bien à la question? Oui, oui, complètement, oui, ne vous inquiétez pas. Je voulais aussi revenir sur l'alternance. Donc il y a possibilité, hein, de passer de formation initiale à alternance au cours de l'année, hein, c'est bien ça? Oui. Ça peut être Alors aussi bien en première année qu'en deuxième année? alors, donc, on va dire chaque établissement fonctionne, comme il le souhaite. Ceux qui intègrent une formation à CFA, bien là, le problème ne se pose pas, c'est de l'alternance obligatoirement, sachant que, on va dire sur la partie enseignement technique professionnel, théorique et puis sur la partie enseignement général, c'est parfois un petit peu plus délicat, on va dire. Par contre, chaque établissement public, moi, je reprends encore l'exemple du lycée Arago, on n'est pas répertorié comme proposant l'alternance sur Parcoursup, mais beaucoup d'établissements aujourd'hui publics proposent l'initiale et puis en cours d'année, on peut passer de l'initiale à l'alternance, voire revenir de l'alternance à l'initiale si on éprouve des difficultés. Enfin, on va dire la navigation de l'un à l'autre peut se faire sans grande difficulté. Bon, toujours sous réserve du fonctionnement de chaque établissement. Donc là, il faut se renseigner sur place, hein. Mais Mmh. nous, au lycée Arago, on fonctionne comme ça. Donc, notamment, l'étudiant, il souhaite l'alternance. On évite les 2 premiers mois, 3 premiers mois qui sont en alternance. On évalue un petit peu le potentiel et puis après, effectivement, on bascule sur de l'alternance. Et puis, si l'année d'après, ça lui convient plus, il revient en initiale. Enfin, c'est très variable. Bon, donc, on est hybride. Non, c'est très bien. Bon, Est-ce ça que devient plus ou moins général dans tous les établissements publics au niveau des filières techniques de proposer cette mixité-là, hein. C'est de plus en plus fréquent. d'accord. Et est-ce qu'il faut avoir une entreprise déjà ou c'est pas obligatoire Alors, quand on veut passer à la je vais dire, et voilà, il intègre la première année en initiale. S'il a déjà fait des recherches d'entreprise, bien, tant mieux. On peut aussi le conseiller quand il arrive au lycée. Donc, il n'y a pas l'obligation d'avoir l'entreprise tout de suite. Et on peut faire le basculement qu'en deuxième année, même je vais dire, sur le premier mois de la deuxième année, ça peut être encore décalé un petit peu. Mais à un moment donné, il y a un volume horaire à respecter pour l'alternance. Mais globalement, on peut l'aider à trouver une entreprise, mais pas lui trouver l'entreprise. d'accord. On va Et dire ça alors comme justement, pardon, oui, est-ce que pour les stages, pour le coup, pour les personnes qui sont en formation initiale, est-ce que vous aidez vos élèves à trouver des entreprises? Alors, en début de première année, on les avertit tout de suite. Dès la journée d'accueil, on les prévient, enfin, donc on les accueille avec un autre collègue en tant que profs principaux. On plante un peu le décor et tout de suite, on les prévient par rapport à la recherche de stage. Donc, au début, on a plutôt une posture où on considère c'est leur première recherche d'emploi, on va dire ça comme ça. Et au fur et à mesure qu'ils éprouvent des difficultés à sélectionner des entreprises, on va leur donner, entre guillemets, un carnet d'adresses où ils vont pouvoir solliciter. Maintenant, voilà, ils seront en concurrence avec leurs collègues, enfin, avec leurs Mmh. camarades. Par contre, voilà, on les aide aussi à rédiger leur CV et leur lettre de motivation. Donc, en fonction des entreprises sollicitées, la lettre de motivation doit être personnalisée, comme la lettre de motivation pour venir dans le BTS. Montrer à l'entreprise que voilà, c'est pas une lettre qu'on passe partout, c'est une lettre qui est orientée vers l'entreprise en fonction de son activité, comme quoi on s'est intéressé à l'entreprise. Mais D'accord. on essaie tout, enfin, à la finalité, tous les étudiants ont un stage on arrive à la mi-mai. Parfois, c'est relativement compliqué, oui.
Et ça D'accord. peut être chez un artisan qui ne pose que de la vidéosurveillance ou de l'alarme intrusion, c'est pas un problème. Il va faire de la pose, comme un bac pro pourrait le faire, mais il va aussi échanger avec l'artisan pour savoir pourquoi ce matériel a été sélectionné, comment il a chiffré au client, comment il l'a vendu au client. Ça fait partie des compétences du BTS. D'accord. Et alors pour l'après BTS, en termes d'insertion professionnelle, est-ce que beaucoup de vos élèves trouvent du travail à la sortie du BTS? Oui. Alors ça, c'est fonction de la motivation de l'étudiant. Euh, En règle générale, ceux qui font un stage en première année, parfois l'entreprise leur propose l'alternance pour la deuxième année, ou encore ils sont entre guillemets dans les petits papiers de l'entreprise et lorsqu'ils sortent de leur BTS, ils retournent vers cette entreprise pour postuler et souvent ils sont embauchés. Donc voilà, le stage a une part importante pour trouver un emploi. Et puis après, ben, il y a les échanges avec leurs collègues de formation. Moi, j'ai fait mon stage là-bas. Il n'est pas intéressé par la boîte, mais il peut la proposer à son copain. Enfin, après, c'est quand même les réseaux qui se créent au niveau des étudiants pour trouver des entreprises. Mais D'accord. les opportunités, ben, on va dire aujourd'hui, il y a quand même de la demande, notamment chez les grossistes en matériel, parce qu'il doit y avoir la compétence technique et l'aspect commercial. Donc, ils préfèrent trouver un technicien bac+2 et le former un peu à la technique de vente, où il sera performant. Donc, je prends l'exemple de Rexel, on a entre guillemets un partenariat avec eux. Eux, ils sont très friands de ce type de public parce qu'ils ont la culture technique et il n'y a plus que donner la technique de relation avec le client derrière. D'accord. OK. Bon, c'est très intéressant. Et j'ai juste une dernière question. Est-ce que vous proposez des portes ouvertes? Est-ce que les gens peuvent venir vous rencontrer, vous poser des questions? Oui, alors c'est une très bonne question. Je ne l'ai pas abordé pendant le diaporama, mais la- je pense qu'on est comme beaucoup d'établissements, c'est-à-dire que beaucoup d'établissements proposent même des stages d'immersion, de façon à ce que l'élève de terminale vienne passer une journée ou 2 journées. Alors, on cible la journée où il y a principalement l'enseignement technique, de façon à ce qu'il puisse découvrir un petit peu le domaine, le champ sur lequel on travaille. Donc ça, je veux dire, c'est propre à chaque établissement, mais la plupart le proposent. Donc là, c'est juste un échange. Voilà, l'élève sollicite l'établissement, il va demander à venir faire une journée d'immersion. Eh ben, après, c'est un échange entre les deux proviseurs pour les conventions, pour on va dire l'assurance. Et ensuite, l'étudiant, enfin l'élève est accueilli une journée où on lui présente un petit peu ce qui se fait, le matériel, et puis on l'intègre quand c'est possible avec un groupe de travail d'étudiants. Euh, j'ai perdu le début de la question. Alors, vous parliez de l'immersion et puis il y a aussi les Ouais. portes ouvertes? Alors l'immersion, et puis bon, les établissements ont la plupart du temps des portes ouvertes juste avant lorsque Parcoursup ferme les choix d'orientation. Donc lorsque futurs étudiants ont intégré des vœux, après, eh bien, ils vont formaliser leurs vœux sur Parcoursup. Donc généralement, c'est courant février, généralement, il y a une porte ouverte qui se fait alors, selon les établissements le samedi, mais parfois il y a le vendredi après-midi qui est dédié aussi à la porte ouverte. D'accord. Je ne vais pas donner la date du lycée Arago, je ne suis pas là pour faire la promotion. Mais en tout cas, si les personnes sont intéressées, j'imagine que les dates sont sur le site, du Oui, oui, lycée oui, Arago? les dates sont sur les sites des établissements et puis en règle générale, on essaie toujours d'avoir des étudiants qui soient là pour bah, qui donnent leur expérience, positive ou négative d'ailleurs, pour montrer un petit peu comment ils se sont intégrés et les points positifs et négatifs de la formation. D'accord. Et Après, pareil que si oui, allez-y, allez-y, je vous laisse terminer. après, c'est vrai que ces formations-là, il y a toujours des parties qui intéressent, d'autres moins, mais je veux dire, comme toute formation, on a par exemple quelques étudiants qui, au bout d'une journée, démissionnent alors qu'ils ont fait que de l'enseignement général. Ils n'ont pas vu de technique et ils démissionnent. Bon, quel Mmh. que soit le BTS, ils auront le même tronc commun d'enseignement général, hein. Donc, je crois que voilà. D'accord. Et donc pour les immersions, s'il y a des personnes intéressées, c'est pareil, il faut passer par le site, du lycée Arago, il y aura des contacts, j'imagine? Oui, alors par le biais du site Arago, enfin, ou l'établissement, hein, il récupère le numéro de téléphone
Ensuite, il demande à échanger soit avec le DDFPT, donc dans un lycée technique, c'est ce qu'on appelait avant le chef des travaux, et lui, il est au courant de tout ça, donc il connaît les différents domaines techniques présents dans son établissement, donc il va pouvoir bien conseiller l'étudiant et accessoirement, enfin, futur étudiant, et accessoirement lui proposer différents BTS. Par exemple, le lycée Arago, c'est un lycée du bâtiment, donc on a plusieurs filières liées au bâtiment, l'économie de la construction, tout ce qui est enveloppe du bâtiment, travaux publics. Voilà. Donc on peut à un moment donné peut-être réveiller une curiosité sur un autre domaine pour l'étudiant, enfin, futur étudiant. Très bien. Eh ben, écoutez, je n'ai plus de questions. Je pense qu'on a fait le tour et c'est très complet. Camille, je te laisse reprendre, la main. Eh ben, oui, je pense qu'on va pouvoir conclure ce webinaire. Donc, je vous remercie une nouvelle fois, hein, Monsieur Regissard, pour votre présentation claire et concise. Merci aux spectateurs de nous avoir suivis pendant cette heure. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'ensemble de la programmation de nos webinaires et des nombreuses ressources sur le site univ-reims.fr dans la rubrique orientation et insertion. Nous, à l'URCA, on a quelques événements à venir, hein, notamment des événements sur des immersions. Donc, faut pas hésiter à surveiller les inscriptions sur notre site internet. Nous, ça se passe du 10 au 14 février. Et puis, on peut se rencontrer aussi prochainement au FAE de Reims le 29 et 30 novembre. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir. Donc, je vous souhaite une bonne continuation et au plaisir de vous retrouver en ligne ou sur les campus de l'URCA. Au revoir et à bientôt. Au revoir. Au revoir à tout le monde, bonne fin de journée.